Bonjour et bienvenue à Destination Pêche. Eh bien, cette semaine, nous partons pour le Béarn, entre le Gave de Pau et celui d'Oloron. Et nous allons suivre Pierre Sampé, un autodidacte qui a consacré sa vie à la pêche au point d'en faire son métier et de transformer sa passion, le TOC, en pédagogie. En effet, Pierre Sampé est guide de pêche, mais il est surtout pédagogue de pêche. Il faut le voir au bord de la rivière expliquer inlassablement aux stagiaires les subtilités d'une plombée, la décomposition d'un geste, la philosophie d'une pratique. Bref, il offre aux pêcheurs des villes les conseils du pêcheur des montagnes qu'il est depuis 50 ans. Regardez, voici Pierre Sampé, professeur en TOC. C'est un documentaire signé Daniel Martineau. On le rencontre toujours par hasard. Le matin, mais pas trop tard. Ou l'après-midi, mais pas trop tôt. Un homme pêche au milieu de l'eau, l'œil attentif, parfaitement concentré sur son fil fluo. Il écoute ses sensations. Il entend l'eau et le poisson. On le rencontre toujours par hasard, car on cherche ses coups, ses lieux et ses déplacements sur le Gave d'Aspe, d'Ossau ou d'Oloron, dans le Béarn, et parfois en Auvergne ou en Suisse. Il s'appelle Pierre Sampé et il pêche à la Sampé, aux appâts naturels, comme il se doit. C'est une autre pêche au TOC, une technique née de l'expérience et une méthode qui prouve son efficacité au fil des saisons. Pierre Sampé, en 4 leçons, résume en partie son univers de pêche. Leçon numéro 1, de l'intérêt du bas de ligne, du nylon fluo et du montage de l'hameçon. On va attaquer notre bas de ligne, c'est-à-dire la portion de ligne que l'on ajoute au nylon qui est déjà sur le moulinet et sur laquelle il va y avoir l'hameçon et la plombée. C'est celle qu'on voit pas, quoi. Voilà, ce qui est sous l'eau. Voilà, ce qui est sous l'eau. Toujours sous l'eau. Okay. Quel nylon tu utilises, là? Alors là, j'utilise du nylon fluo. Alors le nylon fluo, il peut y avoir, tu sais, il y a certains pêcheurs encore qui sont un petit peu sceptiques au niveau du nylon fluo. Ils pensent que comme ils le voient bien eux, le poisson va le voir et ça va empêcher d'attraper du poisson. Alors, en ce qui me concerne, je dirais il y a 20 ans que je pêche avec et bon, depuis 20 ans, j'attrape encore quelques poissons. Donc, quand je n'attrape pas, c'est pas la faute du fluo. Hein. Ou c'est que je suis mauvais, ou je suis mauvais, ou il n'a pas fait. Voilà. Et souvent, ça va être parce que je suis mauvais, je crois. Alors, en nylon fluo, 14. Le diamètre 14, c'est un bon diamètre. Presque toute la saison, tu vas pouvoir, presque en continu, utiliser du 14. Après, sur le bas de ligne, c'est-à-dire la portion que l'on va construire, hein, on va faire un bas de ligne avec un diamètre qui va varier entre 10 et 12 environ. Hein. Plus petit que... Voilà, toujours, exactement. Toujours plus petit que celui qui est sur le moulinet. Hein. Alors, on va couper, normalement, il ne faut pas le faire avec les dents, ça. Il y a des petits ciseaux exprès, mais... Alors, on va couper 50 à 60 cm de nylon et on va attacher l'hameçon. Alors, l'attachage de l'hameçon, c'est l'attachage qui est appelé à la pyrénéenne. Voilà, on revendique dans les Pyrénées, on revendique ce montage. Alors, tu vas voir, c'est un montage très spécial. Hein. Alors, je t'explique rapidement. Mais pendant le temps qu'on va passer ensemble, j'en monterai souvent et chaque fois je te réexpliquerai. Voilà, on prend une extrémité du nylon qu'on a coupé, on le fait passer le long, comme tu vois, le long de la tige, palette vers le haut. Hein. Cette extrémité, je la fais passer dans la main, je referme mes doigts dessus, elle est condamnée jusqu'à la fin. Je prends l'autre extrémité, je vais la mettre en parallèle de la première, mais légèrement plus courte. Hein, pour bien pouvoir les différencier à la fin. Il ne faut pas la même longueur. Hein, là. Et puis, celui-ci, j'ai dit, le premier, il est condamné. Donc, je n'ai pas le choix, il me reste le second. Avec le second, je vais tourner le long de la tige, autour de la tige, pardon, en remontant vers la palette. D'accord? Et je vais faire 4, 5, 6, 7 tours. Voilà. Parce que j'ai fait ces tours, je serre mon enroulement et c'est là où je vais avoir besoin de différencier le long du cours.
Je prends le long en premier. Je le tire entièrement, à fond. Voilà. Ensuite, je prends le court. Voilà, là. Et comme tu vois, j'ai mon attache qui est réalisée. Il ne me reste plus qu'à couper le morceau, mais tout en laissant dépasser 1 ou 2 mm. Ce petit dépassement va me servir à tenir mon appât au-dessus de la palette. Leçon numéro 2, de l'intérêt de l'émerillon. Alors, une fois la tâche de l'hameçon réalisée, eh bien, on va simplement rattacher notre bas de ligne à notre corps de ligne. Voilà. Aussi, je fais un nœud très simple, hein, une boucle, et j'y passe tout simplement 2 fois à l'intérieur. Voilà. Après, je resserre cette boucle en la montant un petit peu vers l'émerillon. Et pourquoi tu utilises un émerillon? Ça va tout simplement permettre à ta ligne de ne pas vriller. On pêche dans des eaux vives, dans des courants. Dès que tu vas exercer une retenue sur ta ligne, ne serait-ce qu'en fin de coulée, pour ramener ta ligne à toi afin de la relancer, tu vas lui faire remonter le cours. Et tout ton bas de ligne avec ta plombée, tout va tourner, tout va vriller. Avec ce petit émerillon, tu n'abîmeras jamais ta plombée ni ton bas de ligne parce que justement, le nylon ne vrillera pas. Il tournera et il empêchera le vrillage. Ça, c'est un petit accessoire, je dirais, qui est indispensable à la construction de ta ligne. Leçon numéro 3, de la plombée en général. Alors la plombée, le gros morceau quoi. Le gros morceau, cette plombée dans la pêche au torque, c'est quelque chose. Non, la plombée c'est comme le reste. C'est ni plus facile ni plus difficile que le reste. Seulement lorsque l'on fait une plombée, il faut avoir la capacité de prendre en considération ce qui doit être pris en considération. Trop souvent, lorsque l'on construit une plombée, on ne prend en compte que la vitesse du courant et le volume d'eau. Il est certain que c'est parfait, c'est déjà beaucoup de prendre ça en considération. Mais il y a autre chose, il y a 2 autres critères qui sont incontournables. C'est l'appât avec lequel on va pêcher et la saison à laquelle on va pêcher. Alors là, je m'explique très rapidement. Si je pêche avec un ver de terre, un appât relativement lourd, ou si je pêche avec une mouche naturelle, un appât très léger, eh bien il est certain que si je veux recréer un passage naturel de ces appâts, je suis condamné à ne pas utiliser la même plombée, ça se conçoit. Et la deuxième, je disais, la saison à laquelle on pêche. Si on a une truite dans des eaux froides, à 6, 7 ou 8 degrés, et une truite dans des eaux à 17 ou 18 degrés comme aujourd'hui, elle n'a pas du tout le même comportement. Pas du tout. C'est évident. Eh bien, il va bien falloir que je fasse une présentation d'appât en rapport du comportement du poisson. Dans le premier cas, des eaux froides le sera posé sur le fond et je ferai passer des appâts lentement et en fond. Dans le deuxième des cas, elle le sera éventuellement au fond, au milieu ou même en surface, mais elle aura surtout la possibilité de chasser avec de grands mouvements. Leçon numéro 4, de la plombée en particulier et du rigoletto. Si par exemple, j'ai cette plombée, on peut constater 2 choses. La première, c'est que les petits plombs sont sur le bas, les plombs de moyenne grosseur sont au milieu, et les plus gros sont sur le haut. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, au fur et à mesure où je remonte sur ma plombée,
je m'aperçois que les espaces se resserrent. Eh bien pourquoi? Pour une chose fort simple. Si j'ai ma plombée dans de l'eau qui ne bouge pas, je vais avoir ma plombée comme ceci. Hein? Et puis, je crée un courant qui va faire bouger ma plombée. Eh bien, obligatoirement, le plus léger va passer devant. Donc, je vais me retrouver avec sous l'eau une plombée dans cette position. Bien, je dirais que j'ai le tiercé dans l'ordre, puisque je vais avoir le passage de la pin en premier, le passage de la plombée en second, et le passage de la ligne en troisième. C'est ce qu'on recherche. Parce que l'inverse, ça ferait une cassure, c'est ça, le gros plomb en bas. Si le gros plomb en bas ferait très souvent que mes plombs passeraient avant mon appât. Hein? Comme je mets le léger en bas, il est tout à fait logique que le léger passe devant le lourd. Si je mettais le lourd en bas, ce serait peut-être l'inverse. D'accord? Voilà. Et j'ai une ligne très souple, sans cassure. Dans l'ordre croissant, à partir de l'hameçon. Voilà. Par contre, cette plombée, je vais pouvoir, avec une plombée, en faire plusieurs. Là, j'ai une plombée, je dirais, d'un poids relativement moyen. Si je peux alourdir la plombée sans ajouter de plomb. C'est pas un tour de prestidigitation. Hein? Je vais te montrer simplement comment faire. Là, j'ai mon premier plomb, que j'appelle le plomb de base, à environ 10-12 cm de l'hameçon. Si ce plomb, je le descends vers mon hameçon, comme ceci, et que je mette les autres dans cette position, tu vas voir, tu vas comprendre de suite la petite subtilité. Voilà. Là, j'ai rabaissé mes plombs par rapport à mon hameçon. Je les ai beaucoup plus groupés. Comme tu vois, il n'y a toujours pas de cassure sur ma ligne. J'ai toujours cette souplesse. Mais d'avoir baissé mes plombs et de les avoir regroupés, cela va être, je dirais, plus consistant et va faire en sorte que ma ligne aura tendance à rester davantage au fond. D'accord? Si au contraire, je veux une plombée très 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 souple, je me suis bien fait comprendre là? Je me demandais, ça c'est une ligne d'hiver, ça. Voilà, tu as tout compris. Ça, quand je dis que lorsqu'on pêche dans des eaux très froides où le poisson est tapis au fond, il faut faire passer l'appât lentement au fond de l'eau, et bien en début de saison, on aura ce type de plombée. Alors là, on est prêt à pêcher, il ne manquera plus qu'à mettre l'appât. On a donc construit notre bas de ligne, on l'a rattaché à notre émerillon. Sur le corps de ligne, le lion fluo. La seule chose dont on n'a pas parlé, c'est ceci. Ce petit machin rigolo là. Ce petit machin rigolo qui s'appelle d'ailleurs, dans certaines régions, on appelle ça le rigoletto, ou le guide-fil, ou le repère, etc. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, dans ma pratique, ça sert tout simplement à être situé sur le corps de ligne par rapport à la profondeur d'eau. Bon, on passe aux choses sérieuses maintenant, non? Ah ouais, on a vu tout ce qui est montage de ligne, hameçon, plombé, etc., etc. Bon, maintenant on change de parcours, on va arriver sur un parcours, on va en profiter pour voir comment on va l'approcher, et ensuite on va commencer l'acte de pêche par la première des choses, c'est-à-dire apprendre à se servir d'une canne. Bon, tu crois que j'y arriverai facilement à lancer au toc? Ben écoute, il n'y a pas de raison. Alors, on va attaquer par ça d'abord. Alors, on prend la tenue de canne, tu as vu. On prend le fil au deuxième anneau. Pour commencer, ça suffit amplement. Deuxième anneau pour voilà. 10 mètres, c'est ça? On a environ 10 mètres d'autonomie. Alors, la longueur de la ligne égale à la longueur de la canne. On vient canne haute sur le côté. On fait le balancier de sa ligne. Tu vois le balancier, comme le balancier d'une pendule. Hein. Pareil. Ensuite, on couche sa canne, on pousse, et tu lâches le fil que tu as dans la main gauche. Et la plombée entraîne ta ligne, et ça se fait tout seul. Voilà. Hein? Donc plus que la truite. Ça se fait tout seul. Il manque plus que la truite. Voilà. Alors à toi, maintenant. Allez, À toi. allez, osons. Tenue de la canne. Ah, tiens. Voilà, très souple. Voilà, on crée un léger balancier,
quand la ligne est derrière, on va profiter, on pousse. Il faudra pousser. Un petit peu Il faudra plus. envoyer un petit peu plus violemment. Hein. Là, c'est trop en douceur, ça. Hein. Alors, tu reprends ton fil. Voilà, canne haute. Tu fais ta préparation. Il ne faut pas que ton fil touche par terre. Hein. La préparation. Quand la ligne est derrière, on va vers l'avant. Voilà, c'est déjà mieux. C'est pas mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors, là, repasse-moi la canne et je vais te montrer le geste qu'il va falloir que tu ajoutes immédiatement. Hein. Ouais, parce que là, ça va. Quand tu as fait ton balancier ici, il te faudra ajouter un petit peu plus de vivacité C'est le hein, dans l'action de la canne pour que ta ligne parte. Tu fais le geste trop mollement et ta ligne a du mal à partir. Ta plombée a du mal à partir. D'accord? D'accord. Voilà. Bras allongés. Bon, c'est bon? Position de canne plus haute. Voilà. Là, elle passe bien ta ligne. C'est bon. Continue, continue. À sa vitesse, tu vas trop lentement. Voilà, là. Ah, ça y est. Tu en as piqué une, là? Ouais, là, Tiens le fil tendu, tiens le fil tendu. Attrape-la. Voilà, ne la serre pas. Décroche-la gentiment. C'est bon? Quand tu en prendras beaucoup, tu apprendras à les décrocher sans les abîmer. Hein. Voilà. Tu ne la rejettes pas de suite. Hein. Tiens-la dans la main, oxygène-la un petit peu. Refais-la fonctionner là. Refais-la fonctionner. Vers l'avant, comme ça. Hein. Tu l'oxygènes bien. Et dès que tu sens qu'elle retrouve son équilibre, qu'elle a un petit peu de vigueur, tu la lâches. Hein. Bon, eh bien, c'est bien, tu vois. La première truite, hein, c'est super, c'est formidable. Alors regarde, on a la chance d'abord de pêcher, de la piquer, de la ramener, de l'admirer. Tu as vu, c'est magnifique. Hein. Ouais, Et en plus, on a même la chance d'avoir reparti. Et ça c'est le top. Ça. Hein. Chaque année, les saumons tentent de remonter le Gave de Pau dans cette grande migration qui les ramène vers leur rivière d'origine. Sur les 130 km du Gave, ils vont rencontrer pas moins de 40 barrages et 15 seuils d'enrochement qui vont constituer autant d'obstacles à leur remontée. Pendant 3 ans, Michel Larigny et son équipe ont observé cette migration. Ils ont placé des émetteurs sur les saumons et ont suivi ainsi leur progression sur le Gave. Alors c'est une grande première mondiale et vous allez voir, c'est une enquête qui est riche d'enseignements. Sur le Gave de Pau, il y a un siècle, les zones de frayère à saumon s'étendaient de Bérinx à Lourdes. Le développement industriel et la construction des barrages ont réduit le saumon atlantique à l'état de fantôme. Depuis 3 ans, une étude a été entreprise permettant d'apprécier la franchissabilité de 15 aménagements sur les 38 existants. C'est à Puyot que Michel Larigny piège les saumons avec des émetteurs radio. En moyenne, on a marqué une quarantaine de poissons. On a marqué en gros un tiers des poissons. On a choisi les poissons qui étaient en bonne condition pour éviter de marquer les poissons blessés. Mais on a capturé donc chaque année entre 100 et 120 poissons. Et ça ne constitue qu'un tiers à un quart de la population migrante du Gave de Pau, puisqu'on estime actuellement le stock de saumon entre 200 et 400 suivant les années. Le barrage d'Artic, c'est le 8e barrage sur le Gave de Pau, qui a été construit en 1958 sans échelle à poissons. En 1993, le barrage a été racheté, la centrale thermique démantelée, une passe à poissons a été installée. Depuis l'installation de cette passe, on constate des retours de saumon en amont, en particulier jusqu'à Pau. Seuils ont été construits sur le Gave de Pau, comme celui de Danguin, d'une hauteur de 1 mètre à 4 mètres, afin de remonter le débit du Gave causé par des extractions de granulats dans les années 80. Ces seuils constituent des obstacles aux migrations du saumon et procurent des retards de l'ordre de 3 à 4 semaines, malgré l'installation de passes à poissons que l'on devrait entretenir.
Donc l'étude a permis de suivre 35 barrages. En vert, les ouvrages qui ne présentent pas de difficulté de franchissement, qui sont transparents à la migration. En bleu, les ouvrages occasionnant de légers ralentissements à la migration. En rouge, les obstacles qui posent de gros problèmes, de sérieux problèmes à la migration. Et en noir, les ouvrages constituant un obstacle majeur à la migration et qui sont incompatibles avec tout plan de restauration des migrateurs. En gros, actuellement, sur une centaine de poissons arrivant sur le gave de Pau, une vingtaine arrivent à Pau et seulement 1% arrivent sur les zones les plus productrices. On s'est aperçu que certains poissons avaient migré sur plus de 80 km et s'étaient fortement rapprochés des meilleures zones de frayère du gave de Pau. On était relativement pessimiste en commençant l'étude, maintenant on est raisonnablement optimiste. Le gros problème qui reste, c'est le problème de l'entretien des passes à poissons, quelle que soit son efficacité. Pierre Sampé, on s'en doute, a plus d'un tour dans son sac et comme tous les pêcheurs, il n'hésite pas à inventer les trucs et astuces qui vont lui rendre la vie plus facile. Eh bien regardez, voici son truc pour empêcher que son hameçon au repos ne s'accroche partout. Alors, lorsque je finis de pêcher, pour éviter que dans la voiture, l'hameçon se plante dans mon gilet, dans mon néoprène, dans la moquette de la voiture par exemple, eh bien, je ramasse au bord de l'eau ce qui est souvent jeté négligemment, à savoir des morceaux de polystyrène. Je coupe des petits rectangles, je plante l'hameçon dans l'épaisseur du polystyrène, je descends mon guide-fil à l'émerillon, j'enroule jusqu'à l'émerillon et au guide-fil. Voilà. Ensuite, je fais 2 boucles, une, 2, et là, j'ai ma ligne qui est pliée. Je la remonte jusqu'au sillon. Et il ne me reste plus qu'à plier la canne pour la ranger dans le véhicule. Adepte de la truite en première catégorie, Pierre Sampé n'hésite pas à conseiller la technique de la pêche au toc en rivière de deuxième catégorie pour s'offrir des lieux et des périodes de pêche encore plus divers et attraper ainsi, pourquoi pas, la discrète épinoche dont voici le portrait robot. Avis de recherche concernant une dénommée Gasterosteus aculateus, plus connue sous le nom d'épinoche. Taille de 4 à 12 cm, signe particulier, corps dépourvu d'écailles, 3 épines érectiles sur le dos. Extrait du rapport de filature. Individu de type gastérosteidé, de comportement solitaire, mais fréquentant aussi bien les eaux salées des côtes et des estuaires que les eaux douces des rivières et des étangs, n'a donc jamais été aperçu dans les zones de montagne. Son alimentation, il se nourrit d'invertébrés aquatiques et surtout d'œufs et d'albans de poissons, l'ont rendu souvent indésirable dans les eaux territoriales. Extrait du rapport de la brigade des mœurs. Son comportement ambigu et anadrome, il se reproduit en eau douce, a alerté plusieurs fois les autorités. Au moment de l'amour, le mâle se pare de couleurs éclatantes et construit au fond de l'eau un nid d'herbe et de brindilles où il attire les femelles et défend ensuite farouchement les œufs fécondés. Méthode d'arrestation préconisée, les jeunes recrues, les enfants par exemple, sont les premiers pêcheurs de ce modèle réduit, qui les séduit autant qu'il énerve les plus grands. Fin du rapport. Avant de nous quitter, je voudrais vous présenter ce livre indispensable pour tous ceux qui ne pourraient suivre Pierre Sampé sur le bord de la rivière, mais qui veulent toutefois bénéficier de ses précieux conseils. Il s'agit de Ma pêche au toc, tout simplement. C'est signé par le maître lui-même, Pierre Sampé, et c'est aux éditions Bodeva. Voilà, en attendant, si vous désirez pêcher dans les Pyrénées-Atlantiques, n'hésitez pas bien sûr à contacter la Fédération départementale de pêche. Et nous allons terminer par la maxime de la semaine, l'eau qui court abonde en poissons. C'est un vieux proverbe chinois que ne démentiront pas les Béarnais, eux qui voient malheureusement leur rivière régulièrement obstruée par les barrages. Au revoir.